Microfilm bonsoir, microfilm voyage, ou plutôt microfilm voyageait, car il y a encore assez peu de temps, microfilm était à Valence, Drôme, pour assister à une réunion, un colloque, un petit festival qui a lieu d'ailleurs depuis assez longtemps, qui est un petit must parmi les bons petits festivals en France. Valence a toujours existé depuis au moins une dizaine d'années. Et cette année, il y avait au programme plusieurs choses. Il y avait un colloque extrêmement austère sur la publicité. Il y avait une série d'émissions autour du thème cinéma et littérature. Et puis comme il y a toujours maintenant dans les choses sur le cinéma, cinéma et télévision, Valence a eu la bonne idée de montrer la production, ou une partie de la production des 10 ou 20 dernières années de la carrière de Roberto Rossellini. Donc on a vu beaucoup de films dits pédagogiques, didactiques, et il y a eu un petit colloque qui a eu lieu ce matin, et qu'en un certain sens, on continue. On continue dans la foulée, puisqu'on a beaucoup parlé, mais finalement, le sujet est tellement riche que ça vaut le coup de continuer. Il y a beaucoup de gens au studio, il y a 6 personnes. Je dirai les noms des gens au fur et à mesure qu'ils interviendront, pour pas que ça fasse trop colloque. Et je rappellerai simplement que Rossellini, il y a quelques années, on aurait dit c'est un grand cinéaste un petit peu dans le purgatoire ou dans l'ombre. Ce qui se fait dans le cinéma n'est pas tellement rossellinien. Et puis, moi je le pensais, je me suis trompé, mea culpa. La ressortie l'année dernière de 5 ou 6 grands classiques de Rossellini sur les écrans, sur pas mal d'écrans, et le nombre de spectateurs tout à fait étonnant à cette mini-rétrospective Rossellini à Paris et en France a prouvé que non, les films avaient toute leur force, les films gardaient leur impact, et disons que les questions que nous, par habitude, par atavisme, par culture personnelle, on se pose autour de Rossellini, eh bien, peut-être qu'on ne sera pas les seuls à se les poser éternellement. Alors, la partie télé de Rossellini, la partie terminale de son œuvre, est beaucoup moins connue. Paradoxalement, cet homme qui croyait à la communication universelle n'a pas communiqué, ou ça s'est pas très très bien fait, la communication de ces films-là. Et on est toujours content de les voir. C'est la raison pour laquelle, tout d'un coup, se sont retrouvés à Valence des gens comme moi et comme les amis qui sont ici, autour d'eux, et grâce à quelqu'un qui s'appelle Adriano Apra, qui est là, en face de moi, et qui est, je crois, la personne qui doit maintenant connaître le mieux la vie et l'œuvre de Roberto Rossellini. Donc c'est très précieux. Quand on dérapera trop dans les hypothèses les plus extravagantes, il sera là pour nous rappeler à une juste mesure. Et lui-même dérapera parfois, car Adriano n'est pas un vil biographe suiviste, mais un cinéphile pur et dur qui a vécu tout ça en temps réel, à l'époque où Rossellini était, entre la France et l'Italie, l'une des passerelles dans le cinéma moderne. Il y a eu ce matin un débat, plutôt pas un débat, il y a eu une sorte de colloque où 3 personnes surtout ont parlé, donc Adriano Apra déjà mentionné, Raymond Bellour et moi-même, et puis il y avait des gens qui étaient dans la salle mais qui piaffaient à l'idée de parler, Louis Comolli, Jacques Aumont et Anne-Marie Faux, et on a décidé de pas trop piaffer longtemps et de continuer. Alors, comme moi j'ai déjà pas mal parlé ce matin, qu'on a pas mal bu, qu'il a plu atrocement sur Valence, que l'ambiance est un petit peu potache, pour redonner un petit peu de crédibilité à cette émission, on va demander à quelqu'un qui n'a pas parlé ce matin, mais qui a assisté au colloque, à Jacques Aumont, à la fois de résumer pour l'auditeur, et puis de dire comment lui, il poserait des questions à son tour, ou il nous en poserait à nous, ou à la cantonade. Donc Jacques Aumont pour commencer. Je vais certainement pas résumer tout ce qui s'est dit ce matin, qui était extrêmement riche, qui a duré longtemps, et qui était une conversation passionnante. Plutôt essayer de repartir de l'histoire, puisque c'est de là qu'on peut toujours repartir commodément pour commencer. Je crois qu'on est ici à peu près tous du même âge, à l'exception d'Anne-Marie Faux, qui est plus jeune, mais on a donc tous connu Rossellini de la même façon, c'est-à-dire immédiatement après la politique des auteurs. Et on l'a tous connu donc comme cinéaste, comme quelqu'un qui faisait des films, je veux dire connu, on connaissait ses œuvres. Et c'était à l'époque quelqu'un qui était bizarre, puisqu'il n'appartenait pas à cette catégorie, à ce clan, à cette famille des auteurs, auxquels les gens de ma génération qui étaient cinéphiles, c'est-à-dire nous tous ici, ont eu l'habitude d'être confrontés. Il y a donc eu pour moi, et je crois pour nous tous ici, peut-être sur des modes différents, une espèce de travail de réflexion sur le cinéma et sur l'histoire du cinéma, qui a consisté dans un premier temps à s'approprier l'idée que Rossellini était bien un cinéaste. Ça n'a pas du tout été évident. Les films de Rossellini m'ont longtemps paru très bizarres par rapport aux films que j'aimais, qui étaient ceux de Hawks, qui étaient ceux de Renoir, etc. Et je pense que ce travail-là s'est fait pour nous tous, et qu'il s'est terminé, peut-être pas définitivement, avec la rétrospective des films de Rossellini il y a 1 an ou 2, en ressortie parisienne, qui a marqué une espèce de bouclage de la boucle.
Et je dirais que l'ironie de l'histoire est que à peine s'est-on aperçu que Rossellini était un cinéaste, qu'il faut changer d'image, et qu'on s'aperçoit que Rossellini n'était pas un cinéaste, qu'on s'aperçoit d'ailleurs que c'est ce que lui-même disait à son propre sujet, je ne suis pas un cinéaste. On se met à lire ce que Rossellini a pu dire, ce qu'il a écrit, seul ou avec l'aide de journalistes ou d'amis. Et on se met aussi à diverses occasions à voir, plutôt qu'à revoir d'ailleurs, ne jouons pas les snobs, à voir, parce qu'on les avait très peu vus, les travaux de Rossellini pour la télévision, qu'on a appelé film didactique, mais à mon avis, c'est pas exactement de ça qu'il s'agit. Et on s'aperçoit qu'en effet, la plus grande partie de la production de Rossellini, ça n'est pas du cinéma, c'est quelque chose d'autre qu'on ne sait pas bien comment qualifier. Alors la première chose qu'il faut dire, et qui a été dite ce matin avec beaucoup plus d'élégance que je ne viens de le rappeler là de façon très rustique, c'est que Rossellini est un personnage extrêmement inquiétant parce qu'on n'arrive pas du tout à savoir qui il est. Et quelle est sa place par rapport à une période de l'histoire de l'audiovisuel dont je crois tout le monde aujourd'hui ici a le sentiment qu'elle est finie, sans qu'on sache pourquoi elle est finie ni comment nécessairement. Alors Rossellini est quelqu'un qui, toute sa vie, ça a été beaucoup dit sur divers modes par les intervenants de ce matin, a pratiqué une espèce de politique du déchet. Tous les films terminés étaient jetés sans reste, on ne voulait plus en entendre parler, Rossellini ne voulait plus en entendre parler, passait à autre chose, ce qui avait été fait n'avait plus d'intérêt, n'avait plus d'importance. Il y a un côté paradoxal dans le fait, d'une part, de récupérer comme auteur à l'intérieur de l'histoire du cinéma quelqu'un qui a fait des films sur ce mode-là, et ensuite de le dépasser immédiatement en tant qu'auteur pour dire non, ça n'était pas un auteur, c'était un pédagogue. Je crois que le mot de pédagogue, je le dis au passage, est beaucoup plus adapté, le mot pédagogique est beaucoup plus adapté que le mot didactique à la production télévisuelle de Rossellini, pour des raisons qu'on aura peut-être l'occasion de discuter tout à l'heure. Donc moi, c'est ça que j'ai retenu, disons, de la très longue conversation de ce matin, dans laquelle il y avait beaucoup plus de subtilité, c'est cette position extrêmement paradoxale de Rossellini. Aujourd'hui, quelqu'un qui a jeté tout ce qu'il a fait, qui a refusé finalement de faire de l'histoire, qui n'a jamais capitalisé sur rien, ni sur l'œuvre, ni sur le savoir. Il y a un paradoxe quand même très curieux, que quelqu'un qui plaçait la connaissance si haut, et l'accession à la connaissance comme un des moments fondamentaux, non seulement dans sa vie, mais dans chacun de ses films. C'est toujours un moment très important, le moment où le personnage ou quelqu'un arrive à la connaissance, n'ait jamais réussi ou jamais voulu capitaliser quoi que ce soit de la connaissance. Donc il y a une espèce de paradoxe quasi fondamental chez Rossellini, qui est peut-être ce qui ressortait le plus nettement de tout ce qui a pu être dit ce matin. Et qui, pour terminer sur cette espèce de brève mise en position historique, le met aujourd'hui, pour nous, dans une position très curieuse. Ça nous met dans l'inconfort, puisque nous, on est quand même habitués à raisonner avec des gens comme Godard, qui, eux, mettent la capitalisation, le retravail incessant au centre de leurs préoccupations quotidiennes. Jean-Louis Comolli, ce matin, tu piaffais terriblement, donc je pense que Jacques a fait un bon résumé intro. Et puis tu posais la question, alors qui nous est un petit peu commune, qui est passé beaucoup par les Cahiers du cinéma, qui est quand même la revue qui, à l'époque des numéros jaunes et au-delà, très souvent seule, a défendu Mordicus Rossellini jusqu'au moment où il a plutôt opté pour la télévision. Et alors moi, je me souviens de quelque chose qui m'avait beaucoup frappé à l'époque, c'était le tout à fait étonnant entretien à Rossellini-Rouche dans les années 60, où le cinéma vérité, on appelait ça comme ça à l'époque, il y a les premiers grands films de Rouche, débarque. Rossellini est une sorte de maître à penser maison, tout le monde l'admire beaucoup. Lui arrive et il dit des choses extrêmement dures, y compris à Rouge, qu'il aime bien. En gros, il dit, vous vous masturbez avec la caméra, ça n'a aucun intérêt. Ce n'est jamais qu'un outil. Au moment où les gens de la Nouvelle Vague étaient en train de libérer l'outil, il y avait le son direct, on sortait dans la rue, et où une génération de cinéastes, donc en gros la Nouvelle Vague, se réclamant de Rossellini, allait quand même continuer une partie de ce qu'il avait déjà fait, sans sa bénédiction. Alors, est-ce qu'on peut se souvenir, Jean-Louis, un peu après, tu étais rédacteur en chef des Cahiers du cinéma, donc tu as connu cette période d'une façon un peu plus centrale. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette sorte d'oncle ou de grand frère ou de quelqu'un qui était très admiré et que finalement, on n'écoutait plus? Oui, c'est un sentiment assez étrange. Moi, j'ai rencontré Rossellini à ce moment-là.
Et en effet, j'étais un peu comme ça dans une position de schizophrénie, parce qu'il y avait le Rossellini que je connaissais bien et que j'aimais, qui était celui des grands films. Et puis il y avait le Rossellini que j'avais en face de moi, qui me parlait de son grand projet de télévision éducative et que j'arrivais pas à comprendre. Et les mots qu'il pouvait dire ne me touchaient nullement. Et d'une certaine manière, je n'y croyais pas. J'avais le sentiment d'un faux semblant, d'un discours qui n'était pas de la vérité, alors que peut-être si quelque chose nous touche dans le cinéma de Rossellini, c'est bien l'émergence de la vérité. Et donc, c'était très difficile et très curieux. Et j'ai eu l'impression, moi, que à partir du moment où des choses qui se passaient dans le cinéma de Rossellini qu'on aimait devenaient d'une certaine manière déclarées comme des déclarations d'intention, comme un programme, comme un projet cohérent, ben, ça devenait littéralement moins intéressant. Parce que ça se faisait en quelque sorte au détriment d'une part réelle de travail. Et que brusquement les choses devenaient évidentes, et que c'est comme si Rossellini pouvait gouverner véritablement son cinéma, la télévision, ses rapports avec les institutions, qu'il avait en gros tout pouvoir, ou en tout cas qu'il pouvait traiter d'égal à égal avec le reste du monde, y compris avec les autorités culturelles de son propre pays ou des autres pays, puisque sa télévision était allée au-delà d'Italie. Et là, je sentais moins le tourment, le travail, la contradiction, le conflit, qui sont quand même des choses que Rossellini apportait à un point d'intensité extraordinaire et qui font qu'on a pu aimer si fortement ces films. J'ai pas réussi à m'intéresser à ce cinéma éducatif de la deuxième période, ou à cette télévision éducative de la deuxième période, parce que j'ai l'impression que Rossellini a congédié, pour des raisons que je ne peux pas bien comprendre, mais que vous avez en partie, je crois, explicité ce matin, a congédié un ressort fondamental de son cinéma, qui est la crise et la cruauté. Je voudrais demander à Adriano Apra si, vu d'Italie, à la même époque, il y avait la même fin de non-recevoir, ou la même ignorance, ou si c'était différent pour les Italiens, ce que faisait Rossellini. Relativement, oui, je dirais. Moi aussi, j'étais témoin à la même époque. Je connaissais Rossellini et je l'ai connu justement au moment où il a changé. Et donc, j'ai pu lui parler au moment où il n'était plus le Rossellini que j'aimais. Et je me rappelle que quand j'ai vu L'Âge du Fer en projection privée, donc j'étais là au moment où il a commencé pratiquement à s'occuper de télévision d'une part et d'autre part à faire ce cinéma pédagogique, didactique, ou comment on veut le définir. J'ai essayé de reporter ce type de cinéma au niveau de ce que j'aimais. J'avais beaucoup aimé L'Âge du Fer, mais sans doute je l'ai lu d'une façon que Rossellini ne pouvait pas aimer. Et je me rappelle d'une chose à ce propos, de quelque chose qu'il disait de Godard, qui avait écrit un texte d'ailleurs formidable et très à l'avance sur India, où il disait que ses amis étaient encore plus dangereux que ses ennemis, parce qu'ils le flattaient trop, et donc le mettaient dans une position de maître ou d'auteur ou d'artiste qu'il pouvait lui nuire par rapport à ce qui était son projet, qui était justement de se nascondere, se cacher derrière ces films de télévision. Il ne voulait pas apparaître. Et donc, finalement, l'admiration que des gens comme moi avaient pour lui n'était pas quelque chose qu'il aimait. Oui, il était content, d'une part, en privé, mais il n'aimait pas trop qu'on lui pose des questions sur la qualité de ce qu'il faisait. Il voulait franchement faire passer des idées plutôt. Et alors nous aussi, là, on était pris sur des problèmes de langage que Rossellini, de son point de vue, jugeait masturbatoire. Il a employé ce mot lui-même. Et donc, on n'a pas très bien compris. Alors, il y a eu un grand équivoque en Italie, en France et partout dans le monde quand il a fait le Louis XIV. Parce que ce film a été beaucoup admiré par tout le monde. Et on s'est dit, c'est une renaissance de Rossellini, même dans le projet pédagogique, il est capable de faire quelque chose. Et je pense que là, c'était un équivoque dû au sujet même du film. C'est-à-dire que c'est un film sur la mise en scène. Et étant donné que l'argument est la mise en scène, évidemment, il y a aussi une mise en scène un peu plus fascinatoire que dans les autres films. Mais c'est tout simplement un problème de Louis XIV, pas de Rossellini, si on peut dire comme ça. Et finalement, c'est une critique de la mise en scène, et c'est quelque chose qu'il voulait abandonner. Et dans ce film, si on le voit un peu plus d'une façon détachée, il n'est pas aussi différent que les autres. Seulement, disons que les apparences de ce film se prêtent à cet équivoque, qu'il a exploité, bien évidemment.
Et il se peut même qu'il a choisi ce film pour commencer, parce que c'est après L'Âge du fer, c'est son premier film de télévision, disons, dans la télévision biographique qu'il a fait et qu'il a poursuivi dans les années. Et c'est peut-être qu'il a choisi le bon sujet en sachant très bien qu'il aurait eu l'appui de la critique et des producteurs sur quelque chose qui rassemblait à le cinéma comme on l'entendait à l'époque. Moi, j'avais une revue de cinéma qui a beaucoup insisté sur l'autre film qu'il a fait après, qui est Les Actes des Apôtres. Mais je dois dire qu'on l'a fait en publiant le scénario, mais pas en parlant du film lui-même, parce que je crois que les catégories, disons, esthétiques qui sont nécessaires pour comprendre ce type de projet n'étaient pas prêtes à l'époque. Je me demande même si elles sont prêtes aujourd'hui. C'est-à-dire que le type de cinéma qu'il faisait était difficile à apprécier selon des catégories esthétiques. Et sans doute, ce n'était pas possible de le juger avec les catégories esthétiques de l'époque, et notamment toutes les réflexions sur le langage, disons, et l'idéologie, liées à des problèmes de langage. Et donc, dans ce sens, ce cinéma nous a échappé, à nous aussi, en Italie. Je parle pour moi, disons, la catégorie des gens qui aimaient beaucoup Rossellini. Pour ce qui est des gens qui, disons, n'aimaient pas particulièrement Rossellini, on doit dire tout simplement que la presse quotidienne, qui est la seule en Italie qui se soit intéressée forcément, parce qu'il devait parler de la télévision. Enfin, je parle des gens qui écrivaient de télévision. Ils ont toujours suivi ce type de film comme un type de télévision très respectable, parce que c'était une télévision qui, d'un point de vue culturel, était quand même d'un niveau plus haut que le reste. Mais évidemment, étant donné que c'était de la presse quotidienne, elle ne pouvait pas descendre dans les détails ou analyser. Enfin, c'était un peu en surface. C'était une analyse de surface, dans ce sens positif. Il n'y a pas eu des polémiques comme Rossellini a eu pendant toute sa vie. Des gens pour et des gens contre, ou plutôt des gens contre et quelqu'un pour. Disons que tout le monde était pour, mais sans enthousiasme, avec du respect, mais sans comprendre vraiment de quoi il s'agissait. Il a suffi que Rossellini fasse un autre film de cinéma, qui était Anno Uno en 1974, pour que la polémique revienne sur Rossellini. Parce que là, les critiques de cinéma qui n'ont jamais... Parce que je crois que c'est la même chose en France. Et dans la presse quotidienne, il y a la séparation entre... Si un film, c'est un film de télévision, le critique de cinéma n'est pas chargé d'en parler. Et donc, c'est seulement les critiques de télévision qui ne sont pas forcément les meilleurs ou les plus polémiques, justement. Les critiques de cinéma n'ont jamais parlé de ces films-là. On doit encore penser que c'était très difficile à l'époque de revoir quelque chose qui était fait pour la télévision. Il n'y avait pas de vidéocassettes pour enregistrer et revoir. Et donc, et en plus, ces films-là passaient en noir et blanc, ils sont en couleur, passaient à la télévision italienne en noir et blanc. Donc, les seuls qui ont vu vraiment ces films sont des critiques de télévision le jour où ce film est passé. Le reste, ce sont des films invisibles, littéralement invisibles aujourd'hui, tout simplement parce qu'ils étaient des films de télévision. Donc, je résume, l'un des plus évidents artistes de l'histoire du cinéma nous dit dans les années 60 que l'art n'a aucune importance, on l'écoute seulement d'une oreille parce qu'on aime beaucoup ses premiers films, et plus de 20 ans après, on se retrouve ici à Valence entre nous, et on peut donner à l'auditeur le sentiment qu'on va à Canossa, qu'aujourd'hui on trouve tous les films sublimes, etc. Or, en fait, la réalité est très compliquée. C'est qu'on pense tous qu'il y a un passage Rossellini dans le siècle, dans la culture du siècle, qui est obligé, et on ne sait toujours pas très bien où ça va. On n'est pas sûr qu'il n'y ait pas là-dedans une impasse. On est certain que la passerelle qu'il a, d'une façon volontariste, essayé de jeter par-dessus le cinéma en oubliant le cinéma, est une passerelle réelle. Et on est toujours un petit peu étonné et même surpris de ne pas avoir plus, nous, de carburant, disons, intellectuel pour parler de Rossellini aujourd'hui. Alors là, je me tourne vers Raymond Bellour, parce que je sais que lui, il est assez inconditionnel des films de la dernière période. Est-ce que tu les as aimés à l'époque ou découverts après, ou est-ce que pour toi, ils sont dans une logique esthétique simple ? Non, je crois que d'abord, moi, mon parcours, puisque c'est des questions de parcours individuel aussi, a été moins marqué, disons, par les étapes de la construction d'une cinéphilie rationalisée avec un lieu, une revue, une obligation,
des objectivations idéologiques et tout. Au fond, je me suis toujours senti avec Rossellini, fragment par fragment, comme ça, monter, disons, les morceaux d'une passion qui n'étaient pas forcément très contrôlés au fur et à mesure. Mais je me rappelle, par exemple, que le Louis XIV, que j'ai vu à la sortie, est un film qui m'a enthousiasmé immédiatement, sans que je me sois forcément posé les problèmes d'objectivation de ce que voulait dire le projet pédagogique et tout. Je n'avais pas forcément fait la connexion avec ce que je pouvais aimer du Voyage en Italie ou de Rome ville ouverte, mais ça ne me paraissait pas conflictuel, et j'aimais l'un et l'autre. Et je sais qu'à l'occasion, là, comme ça, de cette petite rencontre, et le coup de foudre que j'ai eu pour le livre qui s'appelle « Fragment d'une autobiographie », qui est paru il y a 2 ans chez Ramsay, j'ai été effectivement tout à fait préoccupé par l'idée, alors là, un peu rétrospectivement, de savoir ce que pouvait vouloir dire un cinéaste qui, comme le rappelait Jacques tout à l'heure, pouvait dire « je ne suis pas cinéaste ». Et qu'au fond, ça remplissait pour moi 2 cases dont je me rendais compte qu'elles n'étaient pas opposées, mais qu'elles étaient articulées. L'une qui était d'aimer Rossellini, au fond, comme je peux aimer un autre cinéaste, et puis par ailleurs, de l'aimer et d'être alors fortement interpellé par quelque chose qui ne relève pas du cinéma au sens spécifique, et qui doit inclure le cinéma dans quelque chose de beaucoup plus large, qui s'appelle au fond la culture. Enfin, je veux dire, la culture, la civilisation, les idées, la connaissance, et que là, peut-être les instruments intellectuels dont vous disiez tout à l'heure, ils manquaient à l'époque, ils manquaient peut-être pour des cinéphiles qui n'avaient pas des instruments larges d'évaluation culturelle, et les gens qui auraient eu ces instruments ne s'intéressaient pas au cinéma et à Rossellini. Je veux dire, les gens de l'école de Francfort, par exemple, pour dire quelque chose de tout à fait virtuel et en l'air, auraient peut-être pu être intéressés par ces films, mais n'en connaissaient même pas l'existence. Et je sais qu'alors, moi, au niveau un peu pour répondre à Jean-Louis, je veux dire, les films, donc les films pédagogiques, effectivement, je pense que le mot de pédagogie est de très loin supérieur, et je dirais même pédagogie active, un peu au sens où toi, Serge, tu en avais parlé à propos de Godard si bien il y a quelques années. Les films de Rossellini, moi, ces films-là me plaisent et me touchent même, je peux dire, et me concernent, en tout cas en tant que spectateur, parce qu'ils m'apprennent quelque chose de la façon dont on peut penser, fonctionner, comme, je dirais bêtement, être vivant concerné par ce qui se passe, en face de ce qu'on voit. C'est pas, effectivement, j'ai pas devant les Actes des Apôtres le même type de ravissement, d'éclat, de choc à la mise en scène, au conflit, à tout ce qu'on connaît bien, que j'ai devant La Peur ou devant Le Voyage. Mais il se passe quelque chose qui me concerne profondément en tant que sujet. Et j'ose peut-être pas dire en tant que spectateur, parce que peut-être c'est plus le vrai bon mot, mais par sujet qui inclut quand même un bout de spectateur. Donc, pour que le tour de table soit complet, Anne-Marie Faux, décrite par Jacques Aumont comme légèrement plus jeune que nous, ou même carrément plus jeune que nous, je ne sais pas. Là, on voit, il y a deux portes d'entrée dans Rossellini. Une donc, est historique, c'était un cinéaste, donc on le va chercher soit des noises, soit à l'expliquer à travers le cinéma comme on le sentait. Mais peut-être qu'aujourd'hui, on peut le prendre comme Raymond vient de le définir, comme un bonhomme dans le siècle, incontournable et extrêmement dur à digérer, mais peut-être plutôt par rapport à la culture, la communication. Qu'est-ce qui l'emporte chez vous ? Ce qui l'emporte chez moi de façon assez banale finalement, c'est ce qu'on pourrait appeler les vrais films de Rossellini. Moi, j'arrive pas encore aujourd'hui à aimer les films pédagogiques de Roberto Rossellini. Moi, je l'ai découvert surtout à travers Le Voyage en Italie, dont j'avais fait le découpage pour l'avant-scène. Et quand on fait le découpage d'un film, on se rend compte à quel point ça peut fonctionner bien dans le cas de Voyage en Italie et à quel point dans ce film-là. Bon, Serge, justement, tu parlais ce matin de la communication de la révélation. Bon, et moi, ce qui m'intéresse dans les films de Rossellini, c'est la communication de la révélation que je peux sentir dans la prise du pouvoir par Louis XIV, mais à condition d'un travail intellectuel et pas immédiatement sur la sensation, pas comme ça directement sur l'affection. Mais ce que je voulais dire aussi, peut-être pour compléter un petit peu ce que disait Raymond, c'est que moi, je voyais un petit peu les deux côtés de Rossellini comme ça, par un mot qui a été évoqué ce matin. C'est un peu comme une tragédie du trop tôt, trop tard. C'est-à-dire qu'à la fois, Rossellini a fait les films pour la télévision trop tôt, c'est-à-dire qu'à un moment où finalement on ne s'intéressait pas beaucoup à ce qui était fait à la télévision, en tout cas les cinéphiles ne s'y intéressaient pas du tout. Et maintenant c'est trop tard pour parler des choses qui ont été faites à la télévision, puisque la télévision est dans un stade où les cinéphiles à nouveau ne peuvent pas du tout s'y intéresser, puisque c'est complètement autre chose. Donc à un moment où finalement trop tôt parce qu'il n'y avait pas d'outils, et trop tard parce que l'outil aujourd'hui n'intéresse plus grand monde, l'outil télévision. On n'a plus grand-chose à en dire aujourd'hui et finalement, on n'en a jamais rien dit. Enfin, moi, j'ai un peu l'impression qu'on n'en a jamais dit grand-chose de l'outil télévision.
Donc vraiment l'histoire du trop tôt, trop tard, de la même façon, c'est la même tragédie sur le « je ne suis pas cinéaste ». C'est-à-dire que quand Rossellini a dit « je ne suis pas cinéaste », on a envie de lui dire « bon, ça suffit, il y a vraiment des vrais films qui ont été faits, il est cinéaste, il n'y a pas de problème ». Et aujourd'hui, les cinéastes qui n'ont qu'une envie, c'est de dire « je ne suis pas cinéaste, mais je suis peintre, mais je suis musicien », etc. Rossellini n'est plus là aujourd'hui pour dire « je ne suis pas cinéaste », ce qui serait entendu aujourd'hui par « je ne suis pas cinéaste, mais je suis peintre, mais je suis musicien ». Et que donc il s'est trouvé, et c'est là aussi que moi j'ai une admiration très forte pour Rossellini, c'est que à la fois c'est quelqu'un qui est devenu complètement indispensable aujourd'hui, en tout cas moi qui m'est indispensable pour comprendre le cinéma, et en même temps qu'il n'était pas là, il n'a pas été là au bon moment, y compris par rapport à la problématique du « je ne suis pas cinéaste » et par rapport à l'outil télévision. Donc là aussi, pour résumer, il y a une sorte d'unicité de Rossellini dans le cinéma, c'est qu'on peut dire qu'avant lui et Wells, je crois que les deux marchent ensemble quand même, les grands cinéastes étaient en général à l'heure. Ils avaient un peu d'avance sur la société, pas des masses, des fois complètement synchrones, très souvent en accord même avec les pouvoirs politiques. L'avant-garde était une avant-garde au sens où elle avait un peu d'avance sur certaines procédures qui allaient devenir banales. Et puis il y a un moment où ça se casse, où un cinéaste continue à être à l'heure, sauf que c'est le cinéma globalement qui n'est plus à l'heure, pour reprendre la thèse un peu apocalyptique de Godard récemment, disant le cinéma à un moment n'a plus été là pour voir le monde. Et à partir de là, on a commencé à parce que lui reprend Godard, ce que disait Rossellini à l'époque, il le dit, la télévision est un outil. On ne peut pas cultiver l'outil, c'est une charrue, il faut un champ. Donc le problème, c'est, Godard revient finalement tardivement au bilan de Rossellini, mais Rossellini l'a fait en temps réel, je dirais, en direct, et personne ne l'a entendu, pas même nous. Godard le fait toujours dans un différé mélancolique qui fait que pédagogiquement, c'est plus efficace parce qu'on peut comprendre que ce qu'il dit est justifié. Mais alors, ça nous met dans un débat... j'espère que quelqu'un va prendre la parole après parce que ça fait très peur. C'est qu'on a toujours considéré que le cinéma était un art, tout du moins nous, c'était plus une bagarre, c'était pas... Ça avait été la bagarre des gens avant nous, de se battre contre ceux qui disaient que c'était un divertissement d'Ilotte, comme Duhamel. Et puis aujourd'hui, on se dit qu'on tient tellement au cinéma encore, nous, qu'on est prêt à admettre que c'est plus ou moins qu'un art. Rossellini nous aide à faire ça, mais alors qu'est-ce que c'est ? Ou, question corollaire, c'est quoi un art aujourd'hui ? Jean-Louis Comolli. Ce que je trouve formidable dans le cinéma de Rossellini, c'est qu'à la fois, en effet, il a marqué une affirmation d'auteur et de sujet dans son œuvre très, très forte, très présente. On parlait ce matin de films de famille. Bon, ça veut bien dire qu'il y a des gens qui sont là et que le metteur en scène fait partie de ceux qui sont là et que c'est ça qui se filme, mais qu'en même temps, il a échappé à la mise en catégorie du cinéma comme art et il a échappé à la catégorisation de l'artiste. Bon, il a été considéré peut-être comme un excentrique ou comme un fou, ou comme une sorte de génie qui passait à travers les choses, mais on a mis un temps fou à considérer les films de Rossellini comme des chefs-d'œuvre du cinéma, et c'est à peine en train de se faire aujourd'hui. Donc c'est quelqu'un qui, pendant longtemps, pour nous en tout cas, a maintenu l'idée que le cinéma se faisait pas là où on croyait, où les autres croyaient qu'il se faisait dans un autre champ, moins visible, moins perceptible, plus compliqué, plus aléatoire, et on faisait allusion ce matin au zigzag de Rossellini qui passe d'un thème à un autre, d'un sujet à un autre, d'un style à un autre, d'un genre de film à un autre, sans souci. Bon, moi je crois qu'il parle toujours de la même chose, mais peu importe, il en parle à travers toute une série d'actualisations qui sont effectivement très différentes les unes des autres. Et ce qui est en train peut-être de se poser aujourd'hui comme problème, c'est qu'on n'a plus affaire en gros qu'à une pensée du cinéma comme art. Et que ça devient en effet très difficile de penser le cinéma autrement, comme aventure, disons. Moi, je dirais quelque chose au fond d'assez différent et qui m'excite profondément et qui redonnerait alors à Rossellini une espèce d'actualité dont on se demande où elle est et qui nous inquiète, mais qui au fond moi m'inquiète pas du tout, qui m'excite. C'est que le cinéma, qui est enfin devenu un art, et on le sait, et puis c'est réglé. Je veux dire, le fait qu'il a acquis sa dignité d'art quelque part est acquise. Mais d'autre part, il est enfin en rapport avec les autres. Je veux dire par là que c'est au fond une idée toute neuve, qui aurait des arts autonomes. Quand Lessing écrit le Laocoon, par exemple, au début du 19e, fin 18e, il se préoccupe de comparer la poésie et la peinture, chose qui apparaît tout à fait normale. Quelqu'un comme Étienne Souriau, il n'y a encore pas si longtemps, écrivait un bouquin sur la correspondance des arts. Il y a eu comme ça toute une tradition de pensée qui remonte aux Grecs, aux Romains et au Moyen-Âge et tout, qui s'occupait des problèmes des arts entre eux. Le cinéma, qui est arrivé beaucoup plus tard, il a été ou tous les arts, le 7e qui englobait tous les autres, c'est les grandes rêveries du muet et tout, ou au contraire, après, il a fallu le justifier en tant qu'art propre. Moi, ce qui m'excite maintenant, c'est qu'il y a un verrou qui saute, que le cinéma est avec les autres. Et que du coup, on assiste à des redistributions d'un tout autre ordre,
à laquelle la vidéo, je veux dire, en tant que pratique d'image, a beaucoup contribué. Les problèmes de distribution et de crise que la télé connaît, qui peut-être nous entraînera du côté des cassettes, du côté du câble, etc., ouvrent à nouveau une perspective où une chose comme le livre et une chose comme le film, qui étaient longtemps considérés comme antinomiques, le sont peut-être moins qu'on ne le pensait, et que dans toutes ces articulations qui vont peut-être vers une nouvelle correspondance des arts, une nouvelle distribution des formes et tout, l'exemple de Rossellini peut être une des choses, et je pense que quand Serge dit Wells, je serai là-dessus aussi tout à fait d'accord, une des œuvres qui nous pousse vers ça. Donc je vois que le débat, ne s'est pas enlisé, il est déjà dans les cimes. Jacques Aumont a demandé la parole, il l'a. Ce qui rend Rossellini actuel, puisque somme toute c'est l'épigraphe de cette émission, pourquoi Rossellini est actuel, c'est que précisément il n'est pas dans l'art, et sa revendication, il avait parfaitement raison, il est dans la pensée. Et il y a des postérités de Rossellini aujourd'hui, il y en a une chez Deleuze par exemple, ce qui est tout à fait évidente. Une des façons pour nous de comprendre Rossellini, c'est de comprendre Deleuze, et vice-versa. C'est-à-dire que ça fonctionne tout à fait en même temps, c'est la pensée cinéma, disons, ou la pensée du cinéma, ou les concepts du cinéma qui sont à l'œuvre. J'étais très frappé en revoyant hier 2 épisodes des Actes des Apôtres et en voyant pour la première fois le film sur le Centre Pompidou, par le fait que c'était esthétiquement parlant, et je mets esthétiquement entre quintuples guillemets, la même chose que Stromboli ou que Voyage en Italie, c'est-à-dire des films dans lesquels on retrouve la devise rossellinienne, les choses sont là, pourquoi les manipuler, je ne me mets pas dans le film, je ne donne pas de point de vue, vous ne savez pas ce que je pense, et d'ailleurs vous ne savez pas qui pense quoi, ce que pensent les personnages, s'ils pensent quelque chose. Dans les Actes des Apôtres, c'est tout à fait impossible de savoir ce que pense Saint-Pierre, par exemple. Et c'est tout à fait impossible de s'identifier à une question imaginable que pourrait se poser un personnage. On est toujours à un point de vue qui est immédiatement problématisé. On est dans quelque chose qui est un mouvement que je reconnais comme pleinement rossellinien. Il n'y a pas du tout de rupture, disons. Ça pourrait donc passer pour une personnalité d'artiste intègre, entière. Or, c'est pas ça. Ce qui est intéressant précisément, c'est que Rossellini ne se situe pas sur un terrain esthétique, et que par conséquent cette unité esthétique qu'on peut reconstruire a posteriori parce qu'on est malin et qu'on est des critiques et qu'on peut tout faire, n'a aucun intérêt. Parce que Rossellini est sur un tout autre terrain, c'est ce que disait Jean-Louis tout à l'heure dans d'autres termes, qui est celui de la pragmatique finalement. Ce qui a changé, c'est quelle attitude je vais essayer d'obtenir chez quelqu'un, c'est plus une attitude esthétique, etc., etc. Et ça, je crois qu'on peut uniquement commencer à le penser maintenant dans une espèce d'après-coup. Quelqu'un a dit ce matin après-coup, qui est un mot-clé pour tout ça. On peut le penser parce que la pensée sur le cinéma s'est beaucoup déplacée et parce que le cinéma ne revendique plus sa qualité d'art aujourd'hui. Plus personne ne veut que le cinéma soit un art. Adriano Apra. J'ai toujours pensé à Rossellini, et pas seulement à Rossellini, dans une perspective, disons, d'artiste, je ne sais pas comment les définir, diagonale ou aventurier peut-être. Et dans la culture italienne, je pense à des gens comme Gabriele D'Annunzio et à Pasolini, qui d'abord, en France, je peux penser à Cocteau, dans le cinéma, je peux penser à Joris Ivens ou à Orson Welles. Enfin, des gens qu'on ne peut pas vraiment définir comme des cinéastes dans le sens des artistes, dans le sens qu'ils ont fait des œuvres. Ou bien la vie, ou bien le fait qu'ils ont lié beaucoup la vie à la production dite artistique. Ou le fait qu'ils ont utilisé l'instrument artistique comme moyen d'aventure. Je pense à Joris Ivens qui a voyagé tout le monde avec une caméra. Alors je me demande si la chose la plus importante, c'est le film ou le parcours qu'il a fait. Le parcours. Voilà. Et le fait que des gens comme D'Annunzio, comme Pasolini, comme Cocteau, et en partie aussi Rossellini, on pourrait dire, parce qu'ils ont essayé de plusieurs arts. Ils ont fait, parce que Pasolini, c'est un type qui a fait de la poésie, des romans, des essais, du théâtre, de la peinture. Il a choisi la musique de ce film, il n'était pas musicien, et peut-être j'en oublie. Rossini, c'était pas exactement la même chose, mais quand même, dans son parcours, il a fait du théâtre, de la mise en scène de théâtre, par exemple. Pas 5 ou 6. Il a écrit 2 livres de lui-même, écrit des livres, et il y a aussi encore un livre inédit, donc il a essayé d'écrire, ce qui pour lui était très difficile. Mais en tout cas, il appartient, si vous voulez, à le type de cinéaste plutôt aventurier. Je ne dis pas la Joris Ivens parce que ce n'est pas exactement la même chose, mais enfin, avec le cinéma, c'était son instrument pour pouvoir aller voir les choses où elles étaient. Que ce soit l'Allemagne dans l'après-guerre ou l'Inde au moment où il y avait un énorme changement, ou encore tout simplement l'histoire.
pour visiter l'histoire avec des images. Et on peut penser à Orson Welles dans la même manière, quelqu'un qui a essayé tous les instruments par curiosité de connaître, plutôt que pour l'envie de donner des œuvres pour la postérité. Mais là aussi, alors, on pourrait faire une lecture du cinéma américain de la même chose. Je pense à John Ford, qui est quelqu'un qui s'en fichait carrément, qu'il n'avait, comme Rossellini, était très difficile de l'interviewer à la façon des cahiers ou de Cinéma et Film en Italie, en lui posant la question « Qu'est-ce que vous pensez de ce film ?» Parce qu'il disait « Moi, je ne l'ai jamais vu ». La réponse était « Je ne l'ai jamais vu ». Ce qui, pour un cinéphile, c'était impossible. Et c'est la même chose avec Rossellini, qui disait « Moi, je ne me rappelle pas ou je m'en fiche carrément ». Et en même temps, on revoit les films. Vous avez fait l'analyse de Voyage en Italie. C'est un film qui est filmé comme un film d'Hitchcock, dans le sens que chaque plan, c'est un choix précis. Le montage, c'est monté à la strobe, même si je sais très bien que ce n'est pas fait comme ça. Et là, il y a un problème c'est très, très passionnant de reconstituer, comme j'essaye de faire, comment ces films ont été faits matériellement. Parce que là, on est toujours surpris. Peu de gens savent, par exemple, que sur beaucoup de films, enfin relativement beaucoup, par rapport aux habitudes, Rossellini n'était pas sur le plateau quand on tournait, mais pas seulement sur les films de télévision, qu'on se dit, bon d'accord, c'est un long plan où des gens parlent, il n'y a pas vraiment de direction d'acteurs, mais sur des films comme Allemagne année zéro, la fin d'Allemagne année zéro, lui, il était à Rome, et il faisait la mise en scène par téléphone. C'est ce que son assistant m'a dit. Elle disait, mais il suffit que tu filmes ça. Où la caméra est... Je m'en fiche. Quand on voit le film, on a l'impression que la caméra est placée au seul point où elle puisse être posée sur ces films-là. Sur les films de télévision, c'est un peu différent. Mais en tout cas, que tout est très, très précis de ce point de vue. Donc, il est même un maniaque. Mais lui, il le dénie sans doute. Donc... là aussi, sur le problème de langage, on a l'impression qu'il a été connu comme quelqu'un qui s'en fichait de la forme. Aujourd'hui, ça donne l'impression d'être très formalisé, le cinéma de Rossellini, au moins de la période jusqu'à La Peur. Peut-être que ce qui nous coince, pour revenir au point de départ de la discussion, c'est d'avoir trop aimé d'une façon maniériste des gens qui étaient tout sauf des maniéristes, d'avoir eu le goût de les reconnaître là où ils étaient, mais d'avoir un instrument finalement trop étroit, consistant à faire d'eux des spécialistes de leur propre manière, comme si c'était des peintres, comme si c'était des gens qui travaillaient dans un autre art que le cinéma. Or le cinéma, bon, c'est une doxa qu'on a entre nous, c'est un art impur, et impur ça veut dire que c'est toujours mélangé de beaucoup d'autres choses. Et dans ce cas-là, Rossellini serait peut-être oui, avant Godard, Pasolini, sans doute Fassbinder, serait l'un des derniers à nous avoir rappelé à l'ordre. Alors maintenant, on a compris la leçon, sauf que ce qu'il faut comprendre maintenant est infiniment plus lourd qu'avant. Anne-Marie Faux. Par rapport à ce qu'a dit Adriano Apra, il y a un mot qui me dit vraiment quelque chose, c'est le mot aventure. Et par rapport à l'intervention que toi tu faisais sur l'art et la politique des auteurs, la politique des auteurs ne peut renvoyer qu'à elle-même et justement au maniérisme. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on pose le cinéma comme politique des auteurs ou comme art, très vite on retombe sur l'art et la politique des auteurs. Et ça me paraissait vraiment intéressant qu'on évoque le mot aventure, parce que pour moi, dans l'aventure, il y a deux termes possibles, il y a le travail et la paresse. Et on sait que dans l'œuvre de Rossellini, en tout cas ce qui s'en dit, la paresse a été quelque chose d'important. Et Serge disait à juste titre ce matin que Godard était un petit peu l'exécuteur testamentaire de Rossellini, et que justement Godard c'était d'une certaine manière l'aventure vue du côté du travail, alors que Rossellini c'était plutôt l'aventure vue du côté de la paresse. Et que le maniérisme de l'aventure, peut-être c'est à inventer, mais en tout cas on ne l'a pas inventé encore, et moi ça me paraît... En tout cas, moi, ça m'intéresse bien qu'on ouvre quelque chose comme ça, qui est du cinéma, qu'on l'ouvre sur l'aventure, qui, pour l'instant, n'a pas prise sur le maniérisme. Je crois que c'est une conclusion impeccable, non, sur paresse et travail. Ça devrait être un thème de colloque à Valence l'année prochaine. L'émission est terminée. La semaine prochaine, on sera toujours à Valence et on parlera avec Adriano Apra de l'état étrange du cinéma italien. Ce sera la suite à Actualité de Rossellini et on fera le point sur qu'est-ce qui s'est passé dans ce pays béni des dieux du cinéma où il y a maintenant peu de choses, mais semble-t-il des choses se préparent. Donc à la semaine prochaine, toujours à Valence avec Adriano Apra et merci à tous les autres.